Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur De Vraies Vies, le podcast qui vous emmène vivre ailleurs. De Vraies Vies, ce sont des conversations, des parcours de femmes qui ont osé partir pour se réaliser, mais également des questionnements, des astuces pour pouvoir partir à l'étranger et surtout une bonne dose de motivation pour vous dire que oui, c'est possible. Aujourd'hui, 3e épisode que je sors un petit peu en avance parce que j'étais vraiment pressée de vous présenter cet épisode où j'échange avec Océane qui raconte comment est-ce qu'elle est tout au bout de son rêve malgré un obstacle imposant, une sclérose en plaques. Avec Océane, on a aussi parlé de son échange en Australie, de la dépression post-retour de voyage et bien sûr de son voyage de 6 semaines en Europe malgré sa maladie. Notre discussion a duré près de 2 heures, donc vous étonnez pas si certains raccords peuvent paraître un peu étranges. C'est parce que malheureusement j'ai dû couper certaines parties pour que ce soit un peu plus court. Voilà, j'espère que vous apprécierez cet épisode. Moi, j'ai adoré discuter avec elle. Je vous laisse découvrir Océane et sa bonne humeur communicative. Bonne écoute. Bonjour Océane, ça me fait très plaisir de te recevoir sur De Vraies Vies. Océane, tu as aujourd'hui 22 ans, tu es étudiante en biologie à Strasbourg et tu as récemment posté un message sur un groupe Facebook qui s'appelle We Are Backpackers. Donc c'est d'ailleurs par ce biais que j'ai pu te connaître. Et ce message, ça concernait ton voyage en Europe de 6 semaines avec une petite particularité. Tu as appris que tu étais atteinte de la sclérose en plaques. De ce message, tu as reçu plus de 1800 likes et quelques 200 commentaires. Et avant de revenir sur ta maladie, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as réagi quand tu as vu que le message suscitait autant de réactions. Et c'était quoi les retours que tu as eus? Alors, bonjour à Salia. Par rapport au message que j'ai posté, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de réponses pour être honnête, parce que ça fait un petit moment que je suis sur ce groupe. Et je vois un peu tout et n'importe quoi passer, et puis des gens qui partagent des histoires plus ou moins intéressantes, on va dire. Et du coup, je me suis dit, j'étais dans le bus pour rentrer à Strasbourg, et puis je me suis dit, tiens, j'aimerais quand même pouvoir partager ça avec des personnes qui sont passionnées par le voyage, et pourquoi pas peut-être aussi encourager certaines personnes à partir et à un peu oser l'aventure, quoi, parce que je vois beaucoup de personnes qui osent pas. Et je voulais juste montrer que un diagnostic, même s'il est sérieux, comme dans mon cas, ne devrait pas nous empêcher de réaliser nos rêves. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, vraiment, si ce n'est nous-mêmes? Donc, du coup, voilà, je me suis dit, je poste. Et puis, j'ai posté. En plus, c'était un tout petit message. Je voulais pas commencer à raconter toute ma vie. Enfin, il faisait quoi, 10 lignes? Et j'avais une photo aussi que j'aimais bien et je l'ai postée. Et puis, d'un seul coup, j'étais dans le bus, donc j'avais pas beaucoup de réception. Et puis, quand je retourne sur mon téléphone, je vois de plus en plus de likes, de plus en plus de commentaires. Et j'étais là, ouais, je n'y attendais tellement pas. Qu'est-ce qui se passe, ouais? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mince alors. Et puis ça m'a beaucoup touchée, bien évidemment. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commenté ou qui sont venues me parler en privé en me disant que elles aussi elles étaient atteintes de certaines maladies et que elles voyageaient ou que elles osaient pas voyager mais que mon histoire les inspirait, etc. Et je trouvais ça vraiment très beau et je me suis dit mince, j'ai peut-être fait une bonne action aujourd'hui. Et voilà quoi. Et même encore aujourd'hui, j'en reviens toujours pas qu'il y ait eu une si belle réponse à ce poste. C'est un peu la force de ce groupe et de la solidarité qu'il y a entre les voyageuses, je trouve. Et c'est aussi le but de ce podcast, c'est d'encourager les gens qui osent pas avec des parcours un petit peu comme le tien pour montrer que c'est possible, qu'on y arrive et que malgré les obstacles de la vie, parfois, comme tu le disais, le seul obstacle c'est toi-même. Donc on va revenir un peu sur ton parcours. Donc ton premier voyage finalement c'était à New York où tu as passé 6 semaines dans une famille dans la famille d'une amie. Tu avais 18 ans, malheureusement donc ça s'est pas très bien passé et tu te retrouves un peu seule. Je voulais savoir comment est-ce que tu as vécu ce moment et qu'est-ce que ça fait de se déplacer dans une ville aussi grosse que New York quand on a 18 ans et qu'on est toute seule. Alors oui, ça s'est plutôt mal passé. Disons que voilà, je me suis pas forcément super bien entendue avec mon amie, etc. J'en passe les détails. Et c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule. Maintenant, quand je dis toute seule, j'avais quand même un logis, j'avais quand même de la nourriture, mais la journée de 8h à 18h, on va dire, j'étais toute seule. Et la première fois, le tout premier jour où je suis sortie toute seule à New York, donc je restais dans le Bronx, donc je devais prendre le bus dans le Bronx, puis après je devais prendre le métro. Et puis le premier jour où j'ai dû faire ça toute seule, c'était le jour de mes 19 ans, donc j'avais fêté mes 19 ans là-bas.
Et c'est bizarrement, ça m'a fait peur, mais plus dans un sens où je me disais, ben mince, qu'est-ce qui va se passer? Je fêtais mon anniversaire toute seule. Voilà, c'était plutôt ça ce jour-là, parce que c'était le jour de mon anniversaire. Et au final, ça s'est très très bien passé parce que ce jour-ci, j'avais rencontré une amie à ma tante qui était à New York. D'accord. Et ben, je pense que pour un premier jour toute seule, ça m'a vachement rassurée. Oui, c'est sûr, Puis quand tu connais déjà quelqu'un. ouais, voilà, c'est ça, alors que je la connaissais pas, la personne, hein. C'était juste que ma tante avait appris la situation et m'avait dit, ah, bah, j'ai une amie à moi qui est à New York, blablabla. Je te mets en contact. Et puis alors, je l'avais vue ce jour-ci, quoi. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour d'après, bah, je suis de nouveau sortie toute seule, etc. Parce que, disons, en fait, en gros, je voulais pas attendre après les gens pour faire ce que je voulais faire. Ce qui est toujours ma philosophie aujourd'hui. Et voilà, c'était mon rêve de gamine d'aller à New York et j'avais 18 ans, tout juste 19 ans et je me suis dit, ben, je suis pas là pour rien faire, donc vas-y, je le fais. Et donc, en fait, j'ai visité les quartiers toute seule, etc. Et je trouvais ça super cool de le faire toute seule. J'étais fière de moi de le faire toute seule. Mais après, au bout d'un moment, c'est vrai que je me sentais vachement seule. Enfin, dans le sens où j'avais personne avec qui le partager. Et puis après, en fait, je m'étais inscrite sur un site qui s'appelait travelbuddies.com, je crois. Et j'avais posté c'était un forum, et j'avais posté un mot en disant oui, voilà, je voyage toute seule, je suis à New York, nanana, est-ce qu'il y a des gens qui seraient disponibles pour partager ça avec moi, etc. Puis après, j'avais eu plein de réponses, surtout de mecs. Et j'ai filtré ça parce que évidemment, à 19 ans, toute seule à New York, je veux dire, je suis un minimum censée quand même. Et puis, ben, au final, j'avais trouvé une Française aussi, qui s'appelait Mélodie, et qui était justement au pair, et qu'elle était à New York en vacances avec sa famille au pair, et elle cherchait aussi des gens avec qui, une personne avec qui voyager, elle était française et tout, et puis au final, on avait fait quelques visites ensemble, et puis après, je me sentais un peu moins seule, quoi. Et c'était surtout ça, en fait, je pense, la difficulté au début. C'était la sensation d'être seule, d'avoir personne avec qui le partager. Et au final, j'ai réussi à le surmonter avec bah, ce site-là. Et puis, c'est vrai que j'avais aussi un autre moment où ben, il y a un mec qui est venu me demander si je pouvais prendre une photo de lui. J'ai pris une photo de lui. Il m'a dit, ah, ben, elle est jolie la photo, tu viens d'où, etc. Et puis après, voilà, on a passé 2 journées ensemble à explorer Brooklyn parce qu'il voyageait seul aussi. En fait, ça m'a aussi un peu ouvert les yeux sur le voyage solo dans un sens, même si c'était pas le voyage solo typique comme je peux le faire maintenant. Parce que j'étais nourrie, logée dans une famille avec qui ben c'était pas super bien passé, mais au final ben quand j'étais toute seule en plein milieu de New York, ben je rencontrais quand même des personnes, même si c'est une ville énorme et qu'on s'en rend pas trop compte, mais il y a énormément de gens qui voyagent seuls et c'était super enrichissant quand même. Ouais, super. Bah, première expérience quand même un Ouais. peu folle parce que 5 semaines toute seule à New York, faut le faire, quoi. Est-ce que t'as l'impression que c'est plus difficile de rencontrer des gens dans une grosse ville comme New York? Là, ce serait difficile de répondre par rapport à New York, parce que c'est vrai que mon expérience à New York était un peu originale, entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, je peux te parler pour d'autres villes où je voyage seule aussi, parce que je trouve que si tu fais des auberges de jeunesse ou des trucs comme ça, ce sera facile de rencontrer du monde, Oui, parce c'est qu'il y ça. aura forcément d'autres jeunes de ton âge ou plus âgés ou quoi que ce soit, hein, qui voyagent seuls ou en groupe et qui seront qui sont ouverts d'esprit et prêts à découvrir d'autres cultures, rencontrer d'autres personnes, etc. Maintenant, si tu vas à New York toute seule, et que tu fais un Airbnb, là ce sera difficile de rencontrer du monde. Donc c'est là la difficulté. Après, il y a aussi le couchsurfing maintenant où tu peux rencontrer des gens via des événements, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, etc., c'est beaucoup plus facile de voyager seul dans des grandes villes comme New York. Mais maintenant, c'est vrai que j'aurais du mal à comparer une grande ville face à une petite ville, rester plus longtemps, pas plus longtemps. Je pense que si on s'en donne les moyens, qu'on soit là-bas un jour ou 5 jours ou 10 jours, ben, on trouvera toujours du monde avec qui partager des expériences. Sortir de sa zone de confort, comme on dit. Ouais, exactement. Exactement. Donc toi, tu me disais, tu viens pas d'une famille qui partage, enfin qui aime le voyage en fait, qui aime voyager. Comment est-ce que ça t'est venu en fait cette envie, cette passion du voyage un petit peu? Alors, quand je dis que je viens pas d'une famille qui aime voyager, c'est-à-dire, alors, ils aiment le voyage quand même, mais ils ont jamais eu l'occasion de voyager, disons par manque de moyens et d'opportunités. C'est vrai que je pense que si l'opportunité leur venait, ils le feraient. Mais c'est vrai que disons que j'ai beaucoup d'amis qui, par exemple, eux, partaient en voyage avec leurs parents à l'autre bout du monde quand ils avaient 8, 9, 10 ans. Moi, c'était pas mon cas. Mais c'est vrai que j'ai toujours été vachement ouverte sur le monde.
Et sur l'anglais aussi, j'avais une passion pour l'anglais quand j'étais plus jeune, je trouvais ça trop cool de parler anglais. Donc t'as appris par toi-même en fait, en plus des cours, c'est Ouais, ça? ouais, bah enfin, ouais, c'est ça. En fait, mais malgré moi, hein, enfin, disons que je pensais pas. J'ai commencé à regarder des séries quand j'avais 12-13 ans, Ah parce que je super. trouvais ça cool. Ah ouais. Et puis en fait, ben, je suis devenue bilingue grâce à ça et grâce aux cours d'anglais, bien évidemment, traditionnels comme on peut Ouais. l'avoir en France. Mais c'est vrai que c'est plus l'anglais des séries qui m'a aidé à être bilingue aujourd'hui. À 12 ans, t'avais déjà Euh, le réflexe de regarder Bah, des séries? 13 ans, ouais, je trouvais ça. Bah, en fait, non, alors, en fait, c'est une histoire drôle. Ou pas, j'en ai pas trop honte, mais j'étais une grande fan de Twilight. Et D'accord. puis je me suis mis à l'anglais un peu à cause de ça, parce que je regardais les interviews, je regardais un peu tout en avance. Et puis surtout, après, quand Twilight est passé, ou quand c'était en plein milieu de la période Twilight, je m'étais mise à lire Vampire Diaries. Et je trouvais, et il y avait la série qui était sortie à ce moment-là, et en fait, c'est la toute première série que je regardais, c'était Vampire Diaries. Alors, j'étais une grande fan moi aussi. Ouais, voilà. Donc c'est grâce à Vampire Diaries que t'as appris l'anglais. Voilà, c'est ça. Et après, je trouvais ça cool. Et puis après, il y a toujours les pubs quand on regarde des séries. Et bah, j'ai découvert d'autres séries. Et puis après, voilà, de plus en plus. Et voilà, maintenant, je suis obsédée. Et je regarde toujours des séries aujourd'hui. Ah mais c'est une très bonne technique ouais, pour apprendre à parler Voilà. anglais, c'est clair que ça et le Oui, je pense voyage, surtout pour c'est des top. jeunes, surtout pour des jeunes. Ouais. Ouais, c'est Et ça. du coup, et je me souviens aussi de cours d'allemand où on avait des cours sur les études à l'étranger, sur le volontariat à l'étranger, etc. Et je trouvais ça trop cool. Et je me suis dit, ben un jour, j'aimerais bien faire ça. Et en fait, je pense que c'est tous ces petits trucs en fait qui m'ont aidé à m'ouvrir sur le monde et à vouloir envie de découvrir d'autres choses que juste ma petite France et mon petit Strasbourg et voilà. Et je pourrais pas vraiment expliquer d'où vient cette passion du voyage, si ce n'est que l'envie de découvrir d'autres choses et la curiosité en fait. J'ai toujours été très curieuse, donc je pense que c'est plutôt ça. Et puis voilà, mes parents, ils ont toujours été là à me soutenir dans ces projets, donc voilà, je veux dire, j'ai quand même une famille qui me soutient dans tout ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément été de base élevée à l'envie de voyager, à découvrir plein de trucs, etc. Ouais, j'ai toujours été élevée à vouloir découvrir d'autres choses, à être curieuse, etc., à m'ouvrir, à être ouverte d'esprit. Mais c'est vrai que sur le voyage en tant que tel, non. Et ça, je pense que bah, c'est mes cours, les séries que je regardais, etc., etc. Mais initialement, c'était les États-Unis. Hein. C'était vraiment la destination de rêve. Tu choisis de faire des études de bio, tu fais ta L1, L2 à Strasbourg, et donc ensuite, pour revenir au voyage, tu fais ta L3 en échange, donc en Australie à Perth. Comment est-ce que tu as eu connaissance justement de cette possibilité d'échange? Et est-ce que c'était un choix l'Australie ou est-ce que c'était plutôt une découverte? Tu t'es dit pourquoi pas? Alors, comment est-ce que j'avais découvert? En fait, pour les programmes d'échange, j'étais allée aux portes ouvertes de ma fac quand j'étais en terminale. Enfin, de l'université de Strasbourg quand j'étais en terminale, tu sais, avant de savoir ce que je vais faire post-bac, etc. Et puis, je rentre à la fac de bio parce que j'ai toujours été passionnée par la biologie. Je rentre à la fac de bio et je vois une salle avec des drapeaux du monde et tout. Je me suis dit, ah, c'est cool, bon, on va voir. Et puis là, je découvre vraiment tous les échanges qu'il peut y avoir, les partenariats avec la fac, etc. Et j'étais là, waouh, c'est génial. Putain, ils ont plein de trucs. Putain, ils ont le Canada, ce serait trop bien d'aller au Canada, machin, etc. Mais bon, j'avais 17 ans, j'étais au lycée, voilà. Mais au final, bah, je rentre à la fac et puis en L1, à la pré-rentrée, on nous parle de la possibilité de partir en échange en L3. Et moi, je l'avais déjà dans mon viseur, ça. Et en fait, dès ma L1, je me suis investie au sein de tout ce qui était équipe internationale. Je me suis investie, je me suis renseignée au maximum sur tous les échanges que je pouvais faire. Mais initialement, mon choix numéro un, c'était Montréal au Canada. Et comment ça se fait du coup que t'as Ouais, pas fait bah Montréal? je voulais absolument un pays qui parlait anglais, donc le Canada, c'est tchèque. Il y avait, ouais, mais l'université qui était en partenariat qui parlait, c'était McGill, donc c'est une université anglophone. Mais McGill, le programme d'études m'intéressait pas forcément. Et du coup, j'étais un peu bloquée donc ça c'était en L1. Et puis après en L2, je me suis rendu compte que je voulais pas partir en échange juste pour étudier non plus. Je voulais aussi découvrir d'autres choses. Et bah, le programme d'études, il m'intéressait pas forcément. Et je me suis dit, bah, je vais pas être là-bas un an à étudier un truc qui me plaît pas. Où est-ce que je pourrais aller d'autre? Et puis du coup, ben, il y avait l'Angleterre. Je me suis dit, ah, l'Angleterre serait pas mal, pourquoi pas, ok. Et après, il y avait l'Australie. Et l'Australie, ça a jamais été un pays qui a été dans mon viseur, on va dire, dans ma liste de pays à visiter. Et je me suis dit, bah mince, l'Australie, c'est quand même super loin, c'est cher, c'est un budget.
Du coup, je me disais, ben, l'Australie, c'est le seul pays qui check tout ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il était anglophone totalement, que l'université, elle était anglophone, et que les cours, c'était les cours qui m'intéressaient. Et puis au final, j'ai décidé que ça devait être plus la notion de cours qui devait peser que le pays en tant que tel. Même si l'Australie, je me plains pas, c'est quand même un pays génial. Mais de base, en fait, avant de partir, je me suis dit, ben tiens, moi, le Canada, j'ai envie d'y aller pour le pays, mais l'Australie, j'ai envie d'y aller pour les cours. Et puis au final, et si j'y allais un peu à l'aveuglette, et si je me laissais surprendre. Et donc en fait, j'ai postulé pour l'Australie. C'est un pays qui était vachement, enfin, il y avait beaucoup de concurrence pour pouvoir être pris là, en échange là-bas. Et puis j'ai été prise. Et puis je me suis dit, ben allons-y quoi. Et j'y suis allée, et puis je me suis éclatée. Et j'ai vécu la meilleure année de ma vie. Et est-ce que tu dirais que le fait que tu te sois investi avant L1, L2, ça a poussé un peu ta candidature pour l'Australie? Oui, parce que je pense que ça a montré que j'étais motivée et que j'étais ouverte sur l'échange international surtout. Parce que quelqu'un qui montre pas qu'il est forcément motivé ou ouvert, ça va pas forcément aider la candidature, je pense. Je sais pas. Après, j'avais un bon dossier universitaire aussi, donc voilà, ça aussi, ça m'a aidé. Oui, non, mais c'est intéressant à savoir, voilà, que bon, c'est vrai qu'il faut, pour faire des échanges, il faut quand même montrer qu'il y a un intérêt. Oui, bien sûr, ouais. Et du coup, comment est-ce que tu le disais, voilà, l'Australie, c'est quand même, c'est pas donné non plus. Comment est-ce que tu as réussi à voyager? Parce que même quand tu étais en Australie, tu as réussi à voyager. Tout en étant étudiante, comment est-ce que tu as fait un petit peu? J'ai fait le choix avant de partir en Australie de faire un prêt étudiant parce que j'avais pas les moyens et ma famille non plus de subvenir à mes besoins pendant 1 an dans un pays aussi cher que l'Australie. Donc du coup j'ai décidé de faire un prêt étudiant pour être sûre de pas m'inquiéter au niveau argent. Après j'ai eu la chance, enfin aussi j'ai travaillé pour ça, hein, d'avoir des bourses pour cet échange et sur place j'ai eu des jobs étudiants. Donc en fait, j'ai juste mis le maximum d'argent de côté et j'ai vécu comme au minimum que je pouvais vivre normalement en Australie. Et puis tous les sous que j'ai réussi à mettre un peu de côté, ben j'en profitais pour voyager. Super. Et job étudiant, t'as eu quoi, par exemple? J'ai été serveuse dans un restaurant franco-italien. J'ai été babysitter. J'ai fait du ménage aussi un peu. J'ai essayé les cours de français, mais bizarrement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui étaient intéressées par les cours de français en Il y a beaucoup de Australie. Français aussi en Australie. Il y a énormément de Français Ouais, en Australie aussi. un peu de concurrence, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, c'est là que tu as commencé à vraiment développer ta passion pour le voyage, puisque tu as pu aller du Exactement. coup à Bali avec des amis, puis en Nouvelle-Zélande, à Sydney, et tu décides même de partir du coup à Melbourne, donc toute seule pour le Nouvel An, et aux îles Fidji, donc en solo également. Est-ce que quand tu as commencé à partir en solo, tu dirais que c'est parce que tu avais un besoin d'être seule, ou c'était plutôt l'envie de partir seule à la découverte? Non, j'avais pas besoin d'être seule. Juste entre après Melbourne, j'étais partie en Tasmanie aussi. En fait, c'est parce que ça a joué pour mon choix, c'est-à-dire que j'étais avec des amis en Nouvelle-Zélande et à Sydney, et eux ils décidaient de faire la côte est après. Et moi ça m'aurait intéressé de faire la côte est, mais j'avais ma coloc de mon premier semestre à Perth qui était en ferme en Tasmanie et qui m'a quand même en avait parlé. Je trouvais ça, enfin je savais pas que la Tasmanie ça existait en plus. Oui, Alors c'est du ça, coup, bah, on imagine juste le loup de Tasmanie, c'est ça? Enfin, ouais, le et puis c'est diable de tout en Tasmanie. fait, on sait pas Le trop. diable de Tasmanie. Le Et en diable, fait, je exactement. savais pas que c'était en Australie et tout. Et puis mon amie, elle me parle de ça. Je regarde sur internet, je suis ouais, c'est beau et tout. Bon bah pourquoi j'irais pas? Et donc en fait, moi je voulais absolument aller en Tasmanie et eux ils voulaient faire la côte est. Et je me suis dit ben ok, je vais en Tasmanie pour voir mon amie, entre autres. Et puis je m'arrête à Melbourne sur la route parce que Melbourne c'est une ville que je veux faire. Et en fait, niveau timing, Melbourne rentrait au niveau du Nouvel An. Et moi, mes potes, ils voulaient rester à Sydney pour le Nouvel An. Sauf que avant le Nouvel An, on était déjà à Sydney pendant 10 jours. Et enfin, c'est cher Sydney fin décembre. Et du coup, moi, je me suis dit, ah non, je vais pas rester trop longtemps à Sydney. Enfin, j'y suis restée 9 jours et je pense que ça suffit. Et puis après, je suis partie à Melbourne parce que, bah, niveau budget et parce que sur mon itinéraire, c'était la suite logique, quoi. Et donc, je suis partie à Melbourne parce qu'il y avait personne qui voulait venir avec moi et parce que, comme dit, j'aime pas attendre après les gens pour faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, ben, je suis partie à Melbourne. J'ai booké une auberge de jeunesse. Pour le soir du Et je Nouvel me An, suis du coup. dit, ouais, ça, j'étais arrivée un jour avant. Et je me suis dit, ben,
putain, si je trouve personne pour faire le nouvel an, ça va faire trop bizarre, je sais pas comment je vais faire, je vais passer le nouvel an tout seul, c'est trop triste, je suis en Surtout que Australie le et tout. nouvel an, c'est toujours une période un peu Non, mais pas c'est ça terrible, en hein. plus. Et c'était vraiment ma première auberge jeunesse toute seule, quoi. Et puis au final, non, quoi, je suis arrivée, j'ai rencontré des gens et c'était absolument génial. Et puis on a passé le nouvel an et c'était génial et voilà, quoi. Super. Donc tu reviens finalement en France pour finir ton master. Et comment est-ce que t'as vécu ce retour? Parce que tu me disais donc que t'avais un peu du mal à te refaire à la culture, du mal à t'intégrer. Est-ce que tu dirais que l'Australie, ça a changé ta façon de voir les choses? Alors oui, totalement. Alors clairement, donc du coup, en fait, quand je suis rentrée de l'Australie, j'ai commencé mon master. Et en fait, ça a été un choc pour moi de rentrer en France. Donc déjà, initialement, la première difficulté, ça a été les 35 heures d'avion. La deuxième difficulté quand je suis rentrée en France, ça a été le français. Parce D'accord. que pendant un an, j'ai parlé très peu le français. Et ça a été super difficile, honnêtement, Faut se remettre. de devoir, ouais, de s'y remettre. Mm. Ton cerveau, il est en anglais. Et d'un seul coup, faut que tu parles en français. Ça a été super difficile. Que, typiquement, les gens qui, quand ils rentrent de, je sais pas, 1 an, 2 ans, 5 ans, je sais pas, 20 ans à l'étranger où ils parlent anglais et qu'ils reviennent en France et qu'ils parlent franglais, c'est pas pour se la péter, hein. C'est vraiment juste parce que leur cerveau, il est un peu genre, voilà. Donc ça a été difficile. Puis après, j'ai commencé les cours. Et ça a été une autre histoire. Parce que du coup, la fac en France, comparée à la fac en Australie, c'est totalement différent. C'est quoi la différence que tu as Alors vue? déjà, la qualité de vie étudiante. Moi, je compare avec ce que moi je connais. La fac de bio, chez moi. Maintenant, après, c'est pas la même chose dans toutes les facs, dans toutes les villes de France, etc. La fac de bio chez moi, j'ai 35 à 40 heures de cours par semaine qui sont pas enregistrés. Dans ces 35-40 heures de cours, j'ai mes cours magistraux, j'ai mes TD, j'ai mes TP, etc. Je peux pas me permettre de louper une heure, alors qu'en Australie, j'avais 20 heures max par semaine. Tout était enregistré sauf mes TP. Je pouvais me permettre de pas aller en cours, quoi. Ce que j'ai fait parfois pour partir en week-end, par exemple. On l'a tous fait. Déjà, rien que ça, genre le choc des heures quand je suis rentrée, de 1. Les cours magistraux en France, c'est 2 heures. En Australie, j'en avais pour 45 minutes. Un cours, c'était 45 minutes. Parce que de toute façon, 45 minutes, c'est la durée de concentration d'une personne normale. C'est ça, c'est adapté Après en fait. 45 Ouais. minutes, tu t'écoutes plus, quoi. Enfin, clairement, tu zone out pendant... Je le refais, le franglais, là. T'écoutes plus après pendant 15-20 minutes, puis après tu t'y remets, quoi. Et ben en Australie, ils se calaient sur ça par rapport aux étudiants parce qu'ils comprenaient que ben au bout de Ça, 45 c'est minutes, top. un étudiant, il en peut plus. Et donc en fait, ça a été déjà ce choc, le français, ça, et puis la culture aussi, parce que clairement j'ai vécu ce qu'on appelle un choc culturel reverse, et ça c'est vraiment un truc qui existe, Ça, je connaissais pas du parce que tout. je me suis habituée. En fait, c'est juste que tu t'habitues à une culture d'un pays, Qui te et qu'après correspond quand mieux peut-être? voilà, déjà de base qui me correspond beaucoup mieux que la culture française, l'état d'esprit en général, hein. Tu te bases sur ça, et puis tu reviens dans ton pays d'origine, et puis tu te dis, ben merde, je suis plus à ma place ici. J'ai l'impression, bah moi c'était ça, hein, j'ai l'impression de plus trouver ma place, j'ai plus le même état d'esprit, j'ai plus la même ouverture d'esprit, c'est bizarre, je me sens pas bien. Et en fait, un truc tout con, hein, mais tu vois, en Australie, c'est un peu à l'américaine. Tu vas rencontrer des gens, tu vas être tout de suite super exubérant, tu vas être super ouvert, et puis tu vas super bien t'entendre avec la personne au bout de 20 minutes, tu vois. Parce que c'est un peu comme ça, c'est que les gens, ils sont super ouverts, ils sont toujours souriants. Tu vas dans une soirée, même si tu vas tout seul, t'es sûr que d'ici la fin de la journée, la fin de la soirée, t'as 10 potes, tu vois. Et puis alors aussi, moi j'ai pris le réflexe aussi. Enfin, quand je suis rentrée en France, j'avais encore cette mentalité d'étudiant en échange. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un pays tout seul, en Australie, pour étudier, toi, le max que tu veux, c'est de faire des potes. Tu Quand vas tu vers arrives les dans une autres. université, tu vas vers les Mm. autres. T'es ouvert tout de suite, tu vas être là, oh, comment tu vas, etc. Même si tu les connais pas super bien. Donc tu vas avoir tendance à être quelqu'un de très exubérant, enfin quand je dis exubérant, c'est pas genre en faire trop, mais d'être très ouvert, tu vois, D'accord, ouais. d'en faire peut-être un peu trop pour des Français, mais d'en faire juste, en Australie c'est normal. Et encore plus quand t'es un étudiant en échange. Et puis alors quand je suis rentrée en France, j'avais toujours cette mentalité, cet état d'esprit, et je me suis heurtée à
l'état d'esprit français à ce moment-là. Je suis arrivée en France, j'ai connaissais personne dans mon master, mais je suis restée un peu dans cet état d'esprit d'étudiant en échange. J'arrive, je veux me faire le max de potes parce que c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et en fait, je me suis heurtée à un mur parce que les gens, ils avaient pas cet état d'esprit quand je suis rentrée. Et au contraire, j'avais vécu une année en étudiant en échange où tu penses pas forcément à tout ce qui est notes, etc. Je suis rentrée en France et je suis rentrée dans un master qui était bien réputé. Et je suis rentrée dans un master qui était enfin tout le monde, c'est la concurrence quoi. Et en fait, je suis rentrée direct enfin, je m'attendais pas à ça. Parce que je suis rentrée dans un état d'esprit qui me correspondait plus du tout. C'est-à-dire la confiance, il y avait plus d'entraide. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai ressenti parce que je le comparais tout constamment à l'Australie. C'est que je suis rentrée, je me suis heurtée à un mur. J'ai eu déjà beaucoup de mal, donc j'ai eu énormément de mal à m'intégrer parce que j'avais plus cet état d'esprit, parce que je me reconnaissais plus au sein de ce groupe par rapport à ce que j'avais et parce que je comparais aussi, mais ça c'était ma faute, je pense aussi, mais je pense que toute personne qui était partie en échange aurait vécu la même chose. C'est quand tu rentres d'échange, après avoir passé une année aussi enrichissante et aussi riche, en émotions, en aventures, etc., tout simplement, tu compares non-stop tout, les gens que tu rencontres, les expériences que tu vas faire, les cours, tout. Et moi, c'était ce que je faisais, j'ai fait ça pendant un semestre. Et du coup, ça a été vraiment totalement difficile pour moi de gérer. C'est-à-dire d'essayer de me réintégrer, j'avais du mal, parce qu'en fait, je pense qu'inconsciemment, j'avais pas envie. Parce que, parce que je m'identifiais plus à cet état d'esprit, parce que je m'identifiais pas forcément avec les gens avec qui j'étais. Après, les goûts, les couleurs, machin, tu vas pas forcément t'obliger à être pote avec des gens si tu as pas forcément la même vision des choses. Donc, je trouvais plus ma place. Et donc, en fait, je me suis heurtée à ça et je me suis un peu exclue. Et puis après, je me suis sentie exclue, tu vois. Et après, enfin, ça a juste été vachement difficile à gérer quand je suis rentrée. Donc, j'ai passé vraiment un premier semestre super difficile parce que ça a été... et puis alors, on te parle aussi de dépression post-retour, d'échange, retour de voyage, etc. Mais moi, je m'attendais pas à ce que ça m'arrive à ce point-là. Et ça a été super difficile à gérer. C'est pendant cette même année-là, du coup, au deuxième semestre, donc de ton M1, donc c'était en avril, donc il y a quelques mois, on te diagnostique une sclérose en plaques. Comment est-ce que tu as découvert en fait que que t'étais atteinte de cette maladie? Euh, En fait, j'ai écouté mon corps, un truc qui m'arrive jamais, qui m'est jamais arrivé. C'est que j'avais des fourmillements dans le pied qui partaient pas. Et ça m'a inquiétée parce que c'était les signes d'une thrombose en fait. Et puis bon, je fais de la science, j'ai tendance à un peu trop analyser les choses. Ben, j'ai laissé passer une semaine et ça passait pas. Et puis je suis allée aux urgences. Ils m'ont fait des prises de sang. La prise de sang confirmait une thrombose. Du coup, on m'a fait plein d'examens. Il y avait rien. Du coup, on m'a renvoyée à la maison, mes fourmillements ils passaient pas, moi j'arrivais pas à dormir, sérieusement je faisais des crises de panique la nuit quoi, un truc qui m'était jamais arrivé. Donc tu savais en fait que t'avais un truc anormal en fait. Ouais, je pense qu'inconsciemment mon subconscient ou mon corps a voulu me dire Océane, réveille-toi, il y a un truc qui va pas quoi. Et puis après je vais chez le médecin, je vais jamais chez le médecin, hein. Puis après je vais chez le médecin genre tous les jours pendant 4 jours. Il me renvoie faire d'autres examens, des radios, des scanners, des prises de sang, etc. Et on trouve toujours rien. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, ben merde, ils trouvent rien, c'est bon quoi. C'est juste un truc, ça va passer. Mais c'est pas passé. Et du coup, je me souviens, je retourne en cours, parce que j'étais pas là pendant une semaine, parce que j'avais tous mes examens, etc. Je retourne en cours, puis l'après-midi, j'avais pas cours, je vais à la bibliothèque, parce qu'il fallait que je commence un projet bibliographique. Je vais à la bibliothèque, et puis d'un coup, je commence à avoir une chaleur dans la jambe. Je me suis dit, ben merde, non mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et puis je commence à paniquer, mais là, vraiment. Donc je vais à l'hôpital, je retourne aux urgences. Et là, par miracle, ou je sais pas, mais c'était le même médecin qui m'avait admis aux urgences la première fois qui me revoit et qui me dit ok, il y a un truc qui va pas, tu reviens et tout. Et j'avais ramené, et après ma mère m'avait rejoint pour me ramener tout mon dossier, tous les examens que j'avais fait. Puis là le gars il me dit bah il y a un truc qui va pas. Puis ils me prennent ma tension, enfin j'étais tachycarde, j'étais en panique quoi. Puis là ils me disent ok, bon bah on va faire d'autres examens, donc ils me refont des prises de sang etc. Mais il trouve toujours rien. Et puis alors là, il appelle un médecin du service interne de l'hôpital. Et puis là, il m'annonce que le lendemain, ben, il m'hospitalise pour faire des IRM et une ponction lombaire pour voir si c'est pas une atteinte neurologique. Et du coup, ben, il me renvoie à la maison. Le lendemain, je vais à l'hôpital. On me fait la ponction lombaire dans l'heure où je suis admise.
Et le soir, l'après-midi, on me fait 2 IRM et le soir, on m'a diagnostiqué. Donc en fait, en l'espace de 2 semaines, j'ai été diagnostiquée. Ce qui est quelque chose de positif quand même parce que c'est rare d'être diagnostiqué aussi vite pour une maladie aussi sérieuse. Mais aussi, donc voilà, je veux dire en même temps, je me dis, j'ai insisté. Je veux dire, si j'avais pas insisté, parce que c'était pas des signes évocateurs d'une maladie super grave, quoi. Enfin après, c'est pas une maladie. Oui, alors dis-nous, qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'est une maladie qui est sérieuse. C'est donc, on appelle ça une maladie neurodégénérative parce que auto-immune. Donc parce que donc ton système immunitaire, il fabrique des anticorps qui habituellement, ces anticorps, ils sont là pour pour combattre les microbes. C'est une maladie auto-immune. C'est une maladie où tes anticorps, ils vont reconnaître les tissus, enfin le toi, enfin ton Ton corps. propre corps, ouais. Ton propre corps, tes propres organes, etc. Par exemple, dans les maladies auto-immunes connues, il y a le diabète, il y a la maladie de Crohn, et puis il y a la sclérose en plaques aussi. Cette maladie, en fait, c'est des épisodes qui viennent et puis qui repartent. Oui, non, ça dépend quel type de sclérose en plaques t'as. Je veux pas m'expliquer, surtout parce que je connais pas non plus forcément tout. Je veux pas dire de conneries non plus. La grande majorité des personnes avec des scléroses en plaques, ils ont une sclérose en plaques récurrente rémitante. Donc c'est une sclérose en plaques qui évolue par épisode, c'est-à-dire que ils vont avoir une poussée. Donc moi, ce que j'ai eu, c'était ma poussée inaugurale, donc ma toute première poussée, du moins celle que j'ai reconnue que c'était une poussée. Et puis après, pendant peut-être 2 mois, pendant 3 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, va peut-être rien avoir comme symptôme. Mais après, au bout de cette période, va y avoir de nouveau une poussée. Et en fait, ça évolue comme ça. Et chaque personne atteinte de sclérose en plaques a un peu une sclérose en plaques différente. Parce que chaque personne va avoir une évolution différente. Parce que chaque personne va avoir des symptômes différents. Donc chaque personne un peu a une maladie différente, même si l'origine de la maladie est la même. Et voilà, mais l'évolution va être différente selon chaque personne. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui te vient en tête, en fait, quand on t'annonce ça, en fait, quand on t'annonce le diagnostic? On m'annonce le diagnostic, j'étais dans mon lit d'hôpital à regarder une série. Non mais l'ironie du sort quand même. On m'annonce le diagnostic, le médecin il vient et il me dit, parce qu'en fait, je reviens juste sur ça, mais avant qu'on me diagnostique, moi j'avais peur que si c'était pas une thrombose, c'était une sclérose en plaques. Parce que j'avais fait mes recherches sur internet et tous les signes menaient à ça. Et j'en ai parlé au médecin le matin avant qu'on me fasse la ponction lombaire, parce que j'étais un peu paniquée. Je lui ai dit, j'ai peur que ce soit une sclérose en plaques, j'ai peur que ce soit une sclérose en plaques. Et puis lui, il me dit, on va faire des examens et on verra. Et donc le médecin, il vient me dire, quand il me l'a annoncé, c'est qu'il m'a dit, vous aviez raison. Et en fait, je pense que inconsciemment, je m'y attendais. Mais ça a été un choc, bien évidemment. Et par la suite, ouais. je me souviens pas forcément exactement de ce qui s'est passé. Je pense que mon cerveau l'a oublié ou l'a mis dans une partie de mon cerveau que je veux pas ouvrir. La suite du diagnostic, j'ai un peu du mal à m'en rappeler parce que je pense que mon cerveau veut me protéger de ça inconsciemment. Mais c'est vrai que la première chose qui me passe par la tête, c'est merde, j'ai pas fait mon tour du monde quoi. Non mais vraiment, en plus c'est un truc tout con hein. Mais c'est la première chose qui me passe par la tête. Je pourrais plus le faire quoi. Ouais, je pourrais plus le faire. Merde alors. C'est fini. J'ai une maladie maintenant. Dans 2 ans, je suis dans un fauteuil roulant, quoi. Parce que ça, c'est l'image que les gens ils ont. C'est ça. C'est que quand on te dit sclérose en plaques, les gens, l'image qu'ils ont, c'est le fauteuil roulant. Moi, c'était la même image. Hein. Moi, c'était dans 2 ans, je suis dans un fauteuil roulant. Moi, c'est mort. Je vais plus pouvoir prendre l'avion. Je vais plus pouvoir voyager comme je veux. Mes randonnées, c'est bon, c'est fini. Je vais jamais voir l'Himalaya. Je vais jamais aller au Pérou. Voilà. Tous les projets défilent quoi dans la tête. Tous les projets qui s'envolent un peu en face de moi et je suis là, merde, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et en fait, ça a été... Puis après, voilà, entre autres, plein de trucs, tous les projets que t'as dans la tête, tout ton futur, machin, tout qui, sur le moment, était là, mais merde, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu dirais que que le fait d'avoir cette maladie, ça t'a un petit peu forcé, parce que du coup on va y venir, mais tu t'as fait du coup un tour d'Europe de 6 semaines.
Et est-ce que c'est un peu, ça a été un peu un déclencheur où tu t'es dit: «Bah, vas-y, je le fais, je m'en fous, quoi»? Ouais, ouais, non, mais c'est une bonne question, hein. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la même question aussi. Mais en fait, maladie ou pas maladie, je l'aurais fait. D'accord. C'était un truc qui me trottait dans la tête justement parce que ça a été une année éprouvante avant la maladie déjà, que j'avais besoin de retrouver cet esprit d'aventure et cette volonté d'aller découvrir le monde et d'aller me découvrir moi-même avant même mon diagnostic. Et en fait, c'était un projet, enfin, voyager pendant cet été après mon M1, c'était un truc Mmh. qui me trottait dans la tête dans tous les cas. D'accord. Mais en fait, pour moi, ça a aussi été la réponse parfaite à un diagnostic aussi sérieux. Et c'est tombé juste au bon moment, en fait, hein, je pense. Et que, voilà, maladie ou pas maladie, je l'aurais fait. Mais, Mais pas avec la même, vision peut-être? Pas mais avec le pas même forcément regard? avec la même Ouais. vision, ouais, exactement. Exactement. Et j'ai vu que, bah, tu avais lu aussi, donc il y a le livre de Marine, Barneria, si je me trompe pas, qui s'appelle Yes. Super Héros, Ouais. qui elle, du coup, est aussi atteinte, de sclérose en plaques et qui elle a fait aussi, donc un voyage comme ça de 8 mois. Est-ce que, donc tu as lu ce livre, est-ce que ça a été une motivation supplémentaire pour te lancer? Alors, ce bouquin, c'est mon parrain qui me l'a offert après mon diagnostic. Parce que bon, c'est quand même vachement ironique, quoi. La nana, elle a été diagnostiquée à 21 ans, en avril, comme moi. Et puis elle veut partir voyager comme moi. Enfin, franchement, c'est assez Beaucoup de points bizarre. communs. Ouais, ouais, ouais. Et puis en fait, j'ai trouvé ce livre, il m'a beaucoup inspirée. Au début, il a été difficile à lire parce que j'ai commencé à le lire quand je suis rentrée de l'hôpital, hein. Donc au début, ça m'a juste rappelé tout l'épisode du diagnostic, de l'acceptation ou non, de devoir accepter que t'as un truc en toi, etc. Enfin, c'est quand même assez traumatisant comme expérience. Donc au début, ça a été difficile, mais après, en fait, c'est vachement inspirant, mais dans un sens, avec ou sans livre, je l'aurais fait quand même, je pense, parce que ça aurait été ma réponse Mmh. à tout ça, et ça l'a été. Mais c'est vrai que le livre m'a juste aidé à accepter que j'étais pas toute seule, plutôt que accepter de devoir voyager avec la maladie. Ouais, D'accord. ça m'a encouragée. Je me suis dit, tiens, elle l'a fait, je peux le faire, quoi. Mais c'est vrai que je pense que le livre m'a plus aidé à accepter que j'étais pas toute seule avec cette maladie. Et quand tu as annoncé, en fait, que tu voulais partir, donc 6 semaines, donc en Europe, comment ont réagi, en fait, ton entourage, tes parents? Ils ont pas forcément été super explicites sur le sujet, mais je pense qu'ils n'étaient pas trop, disons, super sereins face à ça. C'est vrai que déjà de base, sans la maladie, je pense qu'ils auraient été inquiets. Avec la maladie, encore plus. Mais ils savaient que c'était nécessaire pour moi pour retrouver un peu, pour me retrouver, parce que je m'étais quand même un peu perdue au milieu de tout ça. Et que ils savent à quel point je suis heureuse quand je voyage, parce que c'est vraiment l'une des seules choses qui me rend juste heureuse. Et je pense qu'ils ont accepté à cause de ça, parce qu'ils savaient que j'en avais besoin. Mais ça les a pas empêchés de s'inquiéter, bien évidemment. Mais ils t'ont fait confiance, quoi. Mais ils m'ont fait confiance, c'est Mmh. ça. Et ça, j'en suis reconnaissante. Mais après aussi, ils le savent, hein, je suis majeure vaccinée, j'ai envie de partir en voyage, je partirai en Tout à voyage. fait. Et du coup, ça voulait, il voulait dire quoi, en fait, ce voyage pour toi? Tu disais, c'est un peu une réponse à la maladie. Ouais. Alors, la façon dont je l'ai vu suite au diagnostic, du coup, c'était surtout que c'était une façon pour moi d'apprendre à écouter mon corps tout en poussant mes limites. D'accord. Et je pense que c'est parfaitement ce que j'ai fait parce que je marchais peut-être aller 15-20 kilomètres par jour, ce qui est quand même beaucoup pour quelqu'un de normal, mais pour quelqu'un à qui on vient de diagnostiquer une maladie comme ça. Après mon traitement à l'hôpital, j'ai perdu, je crois, 5-6 kilos de muscles. Ah oui, quand J'avais même. plus de muscles. Donc c'était quand même un défi physique. Je pense que ça a été la façon parfaite de répondre à tout ce qui m'était arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai pu écouter mon corps. C'est-à-dire que des fois, mon corps me disait arrête, c'est bon, ça suffit pour la Mmh. journée. Et ben là, je Et là, tu l'écoutais, écoutais? j'arrêtais. D'accord. Des fois, ben, j'avais encore mes fourmillements dans les jambes. Puis je me disais, ben non, c'est bon, tu peux encore continuer. Et puis tu continues jusqu'à ce que t'en peux plus. Et puis alors je continuais jusqu'à ce que j'en pouvais plus. Mais je ne suis pas arrivée à un moment de fatigue complet dans le sens où je pouvais plus marcher. Parce que D'accord. j'ai réussi à me prouver
que c'est pas parce que j'ai une maladie aujourd'hui que je peux pas faire des choses normalement. Et que je peux pas réaliser mes rêves, et que je peux pas voyager normalement, que je peux pas dormir dans des bus, que je peux pas dormir dans des auberges de jeunesse. Voilà. C'est pas parce que j'ai ça aujourd'hui que ça va m'empêcher, tant que je peux, de voyager comme je veux. Et ça, je trouve que c'est le message que je prends de ce voyage, parce que c'est vrai que ce voyage, il m'a totalement ouvert les yeux sur la maladie. Parce qu'en fait, je me suis vraiment prouvé que je pouvais le faire. Et ça, c'est la façon dont je l'ai vu en rentrant. Et c'est pour ça que j'ai posté ce mot aussi sur ce post sur le groupe Facebook, parce que je me suis dit, si moi je peux, dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Et ouais, du coup, j'encourage vraiment tout le monde à le faire, malade, pas malade. Hein. Tout à fait, c'est un super message. Et du coup, raconte-nous un peu, donc t'es partie de Strasbourg en bus, et après, qu'est-ce que t'as fait? Alors, du coup, j'ai tout fait en bus. Hein. Le but de ce voyage aussi, initialement, donc ça c'était le but avant mon diagnostic, c'était de faire des villes que j'avais jamais fait, parce que je me suis rendu compte quand j'étais en Australie qu'il y avait beaucoup de trucs autour de moi et que j'avais jamais fait et que j'avais vraiment très envie de faire. D'accord. Et du coup, je suis partie faire les capitales ou des villes européennes parce que j'avais jamais fait. Que tu connaissais pas. Donc j'ai fait et que je connaissais pas. Ouais. Du coup, Strasbourg, Amsterdam en bus, Amsterdam, Copenhague en bus, donc tout en bus. Hein. Copenhague, Berlin, Berlin, Varsovie, Varsovie, Cracovie. Et là, j'ai pris un train parce qu'il n'y avait pas de bus. Cracovie, Vienne. Puis après, je retourne au bus. Vienne, Budapest, où j'ai rejoint 13 de mes potes d'échange de l'Australie. Ah, ça c'est super. Budapest. Et donc, quand j'étais à Budapest, je me suis dit, non, normalement, je devais rentrer après Budapest. Je me suis dit, non, j'ai pas envie de rentrer, je suis bien là. J'ai encore un peu de sous, pourquoi pas aller en Slovénie, parce que j'ai toujours voulu aller au lac Bled. Ouais, ça a l'air super beau. Ok, pourquoi pas. Du coup, j'ai fait Budapest, Ljubljana, Bled. Après, je me suis dit, bah, tiens, la Croatie, c'est pas mal aussi. C'est pas très loin non plus. Pas loin non plus. Bled Zadar. J'étais en Croatie pour la finale de la Coupe du Monde. Ah, ça doit être une expérience quand même. Ouais, c'est génial. Après Zadar, je suis allée à Split pour un jour. Puis après Split, je suis allée à Avar, c'est une île où j'ai fêté mon anniversaire. Puis après, j'ai fait Avar-Dubrovnik, Dubrovnik-Zagreb. Et après, je suis rentrée à Strasbourg. D'accord. Oui, parce que tu me disais, t'avais pas forcément envie de fêter ton anniversaire donc chez toi, à Strasbourg. Ouais. Comment tu expliquerais ça en fait? Parce que je pense que t'es pas la seule. Parce que moi aussi, par exemple, je déteste fêter mon anniversaire. J'essaye de pas être là, quoi, en général. Ouais. En fait, comment cette tradition a commencé? C'est quand j'avais 17 ans, j'étais en colo en Italie. J'ai fêté mes 17 ans en Italie. Je trouvais ça trop cool parce que du coup, en fait, j'ai des souvenirs de mes 17 ans absolument géniaux parce que j'étais en Italie. Et parce que j'ai découvert une nouvelle ville, parce que j'étais avec des gens géniaux, etc. Et puis après, mes 18 ans, j'étais à Strasbourg, parce que ma famille voulait que je sois là pour mes 18 ans. Mes 20 ans, j'étais en Australie. D'accord. Mes 21 ans, je rentrais de Strasbourg, je rentrais à Strasbourg de l'Australie, donc je suis restée à Strasbourg. Et puis là, c'était mes 22 ans. Et je sais pas pourquoi, parce que du coup, mes anniversaires, ça a jamais été vraiment quelque chose que je célébrais beaucoup, comme des fêtes à n'en plus finir, etc. Ça n'a jamais été comme ça. Ça a été plutôt des dîners, un verre, etc. Mais là, je sais pas pourquoi, mais pour moi, 22 ans, c'était un gros chiffre qui marquait un peu. Non, mais je sais pas pourquoi, mais genre, non, mais pas dans le sens où je suis vieille ou quoi, absolument pas. Dans le sens où, je me disais, merde, j'ai 22 ans, ça va être une année qui va être grosse intéressante, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire un truc. Et en même temps, c'était c'était mon anniversaire après mon diagnostic aussi. C'est ça, voilà. Et j'avais juste pas envie d'être à Strasbourg pour ça. Et je sais pas pourquoi, mais je ressentais le besoin d'être de nouveau quelque part, à faire ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire voyager. C'était vachement symbolique pour moi de le faire en voyage, quelque part, que je connaissais pas, etc. D'accord, ouais. Et donc, ouais, voilà. Donc j'étais à Var pour mes 22 ans. Super. Et t'as jamais eu de poussée pendant ton voyage qui Non. Super. Est-ce que t'es partie quand même avec des médicaments? Comment ça se passe quand tu voyages avec une maladie? Comment est-ce que tu organises en fait? Comment t'as organisé ton voyage? Je suis partie avec rien du tout. C'est parti comme ça, ok. Parce que j'ai pas de traitement encore.
Du coup, j'avais pas de traitement à me trimballer. Je sais pas trop si je devais prévenir mon neurologue ou quoi, mais je l'ai pas fait. Je suis un peu partie sur un coup de tête, donc T'es juste voilà. parti comme ça. Mais après, je me suis dit aussi, je suis en Europe, j'ai la carte européenne d'assurance maladie. S'il arrive quelque chose, C'est pas très il y a très toujours les loin. hôpitaux, tout le monde sait ce que c'est, y a pas de souci, quoi. Et donc tu le disais, ouais, t'as pas encore de traitement et donc aujourd'hui tu Yes. dois en choisir un plus ou moins. Dans quel état d'esprit tu es par rapport à ça? Alors, je devrais, je sais pas trop. Mhm. Moi, je ressens pas le besoin d'avoir un traitement aujourd'hui. D'accord. Je pense que je suis pas prête non plus. Après, c'est mon choix. Je respecte tout à fait le choix des personnes qui prennent un traitement dès leur sortie de l'hôpital. Mais j'ai décidé d'attendre un peu D'accord. avant de commencer un traitement parce que c'est quand même quelque chose que tu prends à vie. Et voilà. Je sais pas trop où je me positionne. Disons que je prends les choses un peu comme elles viennent, quoi. Donc encore une fois, t'es à l'écoute en fait de ton corps aussi. Exactement, ouais. Exactement. Parce que si tu le sens pas maintenant, bah c'est que Ouais. c'est pas peut-être pas le Ouais, ouais. moment. Ouais, exactement. Donc là, tu es de retour à Strasbourg donc depuis quelques jours et tu as choisi donc de Ouais. continuer ton master à la rentrée, de le finir. Mais tu me disais aussi que tu avais des envies d'ailleurs, donc un doctorat au Canada, un tour du monde. Comment est-ce que tu vois du coup ton avenir et qu'est-ce que ça implique d'avoir cette maladie? Alors, j'en parle encore aujourd'hui. C'est un peu compliqué parce que maladie ou pas maladie, je suis quand même paumée. D'accord, oui, Je sais pas trop ce que comme je veux. beaucoup, hein. Comme beaucoup, je pense, surtout à 22 ans. Parce que je sais pas trop ce que je veux. Disons que j'ai des idées de carrière pro, etc. Mhm. Mais je sais pas trop quelle serait la meilleure option pour moi par la suite, etc. après le master. Mais c'est vrai que si j'étais amenée à faire un doctorat, ce qui serait la suite logique, j'aimerais bien le faire à l'étranger. C'est vrai que le Canada, c'est un pays qui m'a toujours attirée. Souvenez-vous, Oui, tu en je avais voulais parlé, initialement tout à partir au fait. doctorat. Je voulais Pour ton initialement échange. partir au Canada, ouais, Ouais. pour mon échange. Donc voilà. Après, Mais tout ça concrètement, avec ta dépendra maladie, des voilà. ça va Après pas. ça dépendra après ça dépendra des offres qui s'offrent Mhm. à moi. Après c'est vrai que j'y ai pensé à une année sabbatique, partir voyager ou travailler 6 mois puis partir voyager. Mhm. Voilà, disons qu'il y a plein d'options. Mais c'est vrai que je sais pas trop aujourd'hui ce que je vais faire déjà demain, donc c'est un peu difficile de me projeter aussi loin. Mais tu te fermes Donc je pas des prendrai un peu portes. les choses comme elles viennent, quoi. Je me ferme pas les portes, Voilà. exactement. Ça c'est Si il important. y a une offre, un truc qui arrive à Strasbourg, il y a une offre qui s'offre à moi qui est intéressante, bah peut-être que je resterai, je sais pas. Je sais À vraiment voir. pas, je suis ouverte à tout. Et en fait, maintenant, partir à l'étranger, etc., pourquoi pas. Mais c'est vrai que je suis pas bloquée, parce que t'es jamais bloquée. Mhm. Mais maintenant que je dois quand même penser à ma petite Rose, Toi parce aussi, que tu l'appelles Rose. oui, parce qu'elle va être là pendant un long moment, Alors quoi. explique ce Et que c'est ta petite Rose. ma petite Rose, c'est que ben il y a une rose qui s'est teintée l'incruste et que maintenant je dois apprendre à la cultiver. Et voilà quoi. Et donc voilà, maintenant il faut que je pense à elle quand même parce que je sais pas trop ce qu'elle va décider de mon futur. Même si c'est pas elle qui dicte ma vie quand même. Mais il faut quand même que j'y pense. Et voilà, tout ce qui est assurance maladie, sécurité sociale, tout ça, il faut y penser quand on a une maladie comme ça, quand on voyage. Faut pas non plus être totalement inconscient et partir sans rien. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à prendre en considération, en plus de plein d'autres choses quand on se décide de partir. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me bloque, Mhm. je pense pas, mais c'est quelque chose Mais il faut pas qui, l'ignorer. on va pas l'ignorer, mais on va pas non plus le laisser, voilà, nous bloquer dans nos rêves et dans nos projets, etc., parce que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Surtout si tu veux aller au Canada. Le système est assez évolué au Canada pour voilà pour avoir Oui, des puis alors la équivalents. sclérose en plaques, c'est une maladie super courante là-bas. En plus, oui, j'ai vu, Euh, c'était 1 sur 500 ou ouais, il y a c'est beaucoup assez de cas. fou quoi. C'est assez fou que ce soit en fait que ce soit pas tant connu que ça finalement cette maladie qu'on en ait voilà On a entendu toujours parler mais on sait des, pas trop ce que c'est. ouais, on a toujours des stéréotypes, non, pas que pour cette maladie, pour plein d'autres, hein, Il y a mais quand même c'est beaucoup vrai de que, cas finalement. ouais, ouais. Est-ce que justement cette maladie, ça t'a fait changer ta perception des choses? Tu vois la vie différemment?
Parce que tu me disais, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que ça t'a apporté que de jolies choses. Oui, disons que ça m'a aidé aussi à relativiser face à la vie, face aux événements qui peuvent se passer, etc. Ça m'a aidé à écouter mon corps aussi, parce que si j'avais pas écouté mon corps, et puis si je continuais pas à écouter mon corps, ça se passerait pas aussi bien, je pense. J'ai rencontré aussi de super personnes grâce, c'est un grand mot grâce, hein, Oui. à cette maladie aussi, de personnes qui étaient malades, etc. Donc en fait, ça m'a vraiment apporté que des belles choses jusqu'à aujourd'hui. Je peux pas non plus l'ignorer, ça. Parce que sans la maladie, peut-être que j'aurais pas appris toutes ces choses sur moi, peut-être que j'aurais pas rencontré ces mêmes personnes, peut-être que voilà. C'est plein de petits trucs qui au final font aussi que l'aventure sclérose en plaques est un peu plus belle. En tout cas, je te sens très mature. Je sais pas si c'est depuis ta maladie ou si t'as toujours été comme ça, mais je trouve que t'as beaucoup de recul en tout cas sur ça. Et... Merci beaucoup. Et du coup, j'ai une question, donc c'est la question de la fin, parce que du coup, le podcast s'appelle De vraie vie, parce que j'ai envie de montrer qu'il y a plusieurs chemins possibles, qu'il n'y a pas justement un chemin tracé et qu'on est obligé de le suivre. Et donc, cette question, c'est quoi pour toi la vraie vie? La vraie vie. Ouh là là, c'est une question très spirituelle et très profonde. Pour moi, la vraie vie, c'est juste être heureux et faire ce qu'on aime et ce qui nous rend vraiment heureux. Et quand on fait ça, je pense qu'on peut que aimer sa vie et l'apprécier et être content de tout ce qu'on a, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Océane. Voilà. Merci à toi. Merci d'avoir écouté De Vraie Vie. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @devraivie. À bientôt!